Si vous n'êtes pas capable d'accepter quelque chose qui vous paraît insupportable, c'est que vous n'êtes pas résilient. Or, la résilience était devenue petit à petit une manière de s'accoutumer au pire et de neutraliser tous ceux qui le contestaient. Puis il y a un second mot qui, lui, est apparu plus récemment, qui était le mot plutôt deux mots à coller, l'expression « en responsabilité ». Et vous observerez dans le discours politique, en général, quand un responsable politique essaie de justifier une position injustifiable, qu'il a par exemple changé de famille politique 10 fois, ou par hasard il est rentré, un exemple quelconque, mais il est rentré au gouvernement après avoir juré que le président de la République n'était pas fréquentable, c'est arrivé quelque temps. À chaque fois, l'argument c'était en responsabilité. Et c'était une manière de neutraliser tous ceux qui ne marchaient pas dans la combine, en leur disant il y a le camp de ceux qui savent, qui font les choses bien, qui était une manière de cacher au fond quelque chose de très misérable qui s'appelle l'opportunisme politique, c'était rien que ça, et puis il y a les autres. Au fond, les autres, vous êtes à la marge. Toi, tu as beaucoup travaillé sur le langage, sur ce qu'il cache, sur ce qu'il masque de lâcheté aussi, et c'est un point sur lequel je voudrais t'entendre parce qu'on est baigné par ces mots qui deviennent notre quotidien et qui contribuent à ce ramollissement général. Le jour où on n'emploie plus que quelques mots en permanence, c'est notre pensée tout entière qui est appauvrie. Exactement. Oui, parle-nous peut-être de ce sujet. C'est vrai, plus le vocabulaire se flétrit, plus la pensée dépérit. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire mon dernier livre sur le langage, et parce que c'est notre arme la plus forte, comment on convainc politiquement, comment on gagne un procès, c'est par les mots, c'est par le langage. Et j'ai trouvé que les distinctions étaient l'arme la plus précieuse, parce que quand on sait vraiment nuancer, vraiment distinguer, on a des armes fondamentales. Et donc tout mon dernier bouquin porte là-dessus, sur des distinctions. Je me fais vraiment l'intercesseur, la transmetteuse, si vous voulez, de tout ce que la philosophie nous lègue comme distinctions qui ne sont pas un raffinement de l'esprit, c'est pas un snobisme d'intellectuel, ce ne sont pas des jeux de mots, ce sont vraiment des manières différentes de penser, et je vais donner quelques exemples pour être très clair. Mais donc voilà, cette importance du langage permet plusieurs choses aussi. Elle permet la civilité du désaccord, ce qui est très difficile aujourd'hui, parce que dès qu'on a moins de mots, on en vient très vite aux insultes, aux outrances, et pourquoi pas à la violence et au point. Donc pour moi, le vocabulaire, le langage est déjà aussi une arme démocratique, elle permet une plus grande liberté politique. C'est aussi une liberté individuelle, parce que la liberté individuelle, c'est pas simplement dire ce qu'on veut quand on veut, c'est dire ce qu'on veut quand on veut, mais comme on le veut exactement. Donc pour ça, il faut des outils à notre disposition, il faut des nuances, il faut des distinctions pour rendre notre pensée plus rigoureuse et notre parole plus forte. Et on n'a pas forcément le temps de travailler, on n'a pas forcément le temps d'acquérir tout ça, donc c'est pour ça que j'ai tout condensé dans un livre pour outiller le plus possible les gens. Je crois que c'est une force, une arme accessible à tous et utile à chacun de mieux communiquer. Donc c'est un outil de liberté individuelle, on se sent plus fort, c'est un outil de liberté politique, ça permet la civilité du désaccord, ça permet aussi de s'opposer à ce qui s'impose à nous, parce que quand on n'a pas de mots, évidemment, on est paralysé. Et puis ça évite ce que tu viens d'évoquer aussi, ces normes langagières, ces mots valises qui sont faciles dans l'indignation réflexe, dans l'émotion réflexe. Alors j'en ai fait souvent des chroniques, mais il y a un mot je rebondis pour donner un autre exemple, mais celui qui devient horripilant, et alors qu'on est tous pour, c'est le mot de bienveillance aujourd'hui. Il faut être absolument bienveillant, on est tous pour la bienveillance, ça va sans dire. Personne, à part quelques grands pervers, ne sont pour la malveillance. Mais à force d'utiliser ce mot à toutes les sauces et à tous les menus, on a galvaudé cette notion-là, on l'a vidé de son contenu, et résultat, pour paraître bienveillant, un homme politique bienveillant, un manager bienveillant, un parent bienveillant, eh bien on n'ose plus trop dire ce qu'on pense à ses collaborateurs, à sa famille, à ses amis, et résultat, on fait de la bienveillance du non-dit, on fait de la bienveillance de la complaisance. Mais il n'y a rien de plus violent que le non-dit, il n'y a rien de plus violent que la complaisance. Si vous êtes bienveillant envers moi ce soir, vous allez peut-être me dire dans un instant, mais je suis pas du tout d'accord avec vos arguments, et vous allez me contredire sur tout, mais ce sera très bienveillant, parce que 1, vous m'écoutez jusqu'au bout, c'est respectueux, 2, vous me défiez dans mes idées, vous me faites progresser, moi-même, je vais vous défier dans les vôtres, et ensemble, on va monter vers des idées plus vraies, vers des idées plus justes. Depuis Aristote, une idée vraie, c'est quoi ? C'est une idée qui dépasse les contradictions. Quand on
arrive à une idée vraie, c'est qu'on a dépassé les contradictions. En science, on ne progresse que comme ça. On essaye de contredire, d'infirmer les théories antérieures pour valider la théorie la plus actuelle qui sera de toute façon contredite quelques années plus tard. Eh bien, je crois que c'est vrai en science comme partout ailleurs. Pour arriver à une idée vraie, il faut oser la contradiction. Mais pour oser la contradiction, il ne faut pas confondre la contradiction avec le conflit ou la confrontation avec l'humiliation. Parce que si on fait de la moindre contradiction une humiliation ou de la moindre confrontation un conflit, on préfère ne plus rien dire et on fait de la bienveillance, de la complaisance. Donc vous voyez, c'est une vertu qui peut se retourner en vice, d'où l'importance des mots, qui ne sont pas encore une fois des jeux de mots, mais qui désignent des attitudes, des comportements bien différents. Voilà sur le langage. Voilà. On a une expérience, on va t'entendre sur ce sujet, parce que tu as beaucoup travaillé sur cette question-là aussi. Nous, notre spectre d'analyse, c'est l'Assemblée nationale, mais c'est aussi le lieu de la représentation de ce qu'est le débat politique, de ce qu'est le débat démocratique, et on l'oublie peu à peu, mais la représentation nationale, c'est comme ça que pendant des décennies on a appelé l'Assemblée nationale, elle est aussi la représentation du pays. On est tous des députés très différents, avec des personnalités différentes, des parcours différents. Donc ce qu'on y voit dans ce cénacle-là est aussi très révélateur de ce qu'on peut voir dans la société. Peut-être même aussi que ça influence. On oublie que la responsabilité du politique, comme du philosophe d'ailleurs, de l'intellectuel, c'est aussi une responsabilité d'exemple. Quand on dit d'exemple, pas dire qu'on est des êtres parfaits, évidemment, mais en tous les cas, on donne, mine de rien, presque même sans s'en rendre compte, des codes qui peuvent être ensuite transpirés ensuite sur la société tout entière. Allons très simplement aux choses, mais quand l'Assemblée nationale devient une foire, il ne faut pas s'étonner que le débat démocratique généralement dans le pays puisse le devenir aussi. Alors, immédiatement, on ne se dit pas que tous les jours les citoyens regardent comment les députés se comportent pour se comporter de la même manière. Mais tout ça fabrique une ambiance générale. Et au sein de l'Assemblée nationale, depuis quelques années, ce qu'on voit arriver, ce sont les mots valises, qui sont là pour disqualifier les autres, tu le disais, mais c'est aussi la confusion entre les idées politiques et les émotions personnelles. Vous avez sûrement en tête cet exemple-là de Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, devenue ministre, qui défend la loi sur l'interruption volontaire de grossesse à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, on l'a un peu oublié, mais Simone Veil n'a jamais raconté ce qu'elle avait vécu à Auschwitz. Et à part un petit cercle, l'opinion publique ne sait pas encore que Simone Veil est une rescapée des camps. Elle défend comme ministre sa position et elle est allègrement insultée, attaquée par des députés qui sont opposés à la loi, et notamment 2 députés qui comparent le texte sur l'interruption volontaire de grossesse à l'opération d'extermination des nazis. Eh bien, l'exemple de Simone Veil, c'est l'exemple d'une femme qui est restée assise au banc des ministres, supportant les pires insultes, jamais ne se levant pour dire à ces députés-là, voilà ce que j'ai vécu, personnellement, vous n'êtes donc pas autorisé à me dire ça. Et il y avait là l'expression d'une dignité, d'une pudeur qui était absolument magistrale. Mais il y avait autre chose. Et ça, c'est un point qui est important. C'est qu'à ce moment-là, Simone Veil l'a raconté d'ailleurs après, elle dit, si je n'ai pas dit cela, c'est à la fois par pudeur personnelle, intime, autant vous dire que la pudeur aujourd'hui en politique, concept qui n'existe plus vraiment. Mais elle disait aussi, parce que je voulais gagner par les idées. Et que c'était une manière de respecter ses interlocuteurs en leur disant, je ne vais pas aller vous convaincre par l'émotion personnelle que je vais produire chez vous, je vais vous convaincre par mes idées. Et cette loi, je ne la ferai pas adopter parce que je vous aurai fait pleurer dans les chaumières, ou je vous aurai attendri. Je vais la faire voter parce que je vous aurai convaincu. À l'Assemblée, il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait souvent un ministre ou un député qui déballe son histoire personnelle comme un argument d'autorité. Et je vous passe les exemples récents de candidats à la présidentielle qui se sentent obligés de raconter tout de l'arrière-cuisine de leur chambre à coucher. Est-ce que tu considères que c'est non seulement un problème de pudeur, mais ça chacun gère avec soi-même, mais c'est aussi la démonstration que dans cette époque-là, on ne cherche plus à respecter les citoyens, qu'on cherche juste à les émotionner. Est-ce que ce point-là n'est pas une bascule aussi du rapport qu'on a à la démocratie? Parce que la dictature des émotions, ça n'a rien à voir avec la démocratie.
C'est vrai qu'on préfère les réactions à la réflexion et on tombe dans l'émotion facile, dans l'indignation réflexe, etc. Mais je crois que l'origine est peut-être plus structurelle que ça. C'est parce que tout ce que tu décris, c'est qu'on parle maintenant au niveau des identités et plus seulement au niveau des idées et des arguments. Et dès qu'on parle au niveau des identités, eh bien les identités sont sensibles à la flatterie et très réfractaires à la critique. Donc dès que vous parlez au niveau des identités, vous dites ça parce que vous êtes une femme blanche de 50 ans, parce que vous êtes un homme alpha et toutes les catégories identitaires, eh bien la moindre critique est perçue comme une offense ou pire, comme un préjudice, c'est-à-dire comme une atteinte à l'intégrité de la personne. Mais la critique, c'est pas une offense, c'est pas un préjudice. La critique, c'est au contraire un hommage rendu à l'intelligence de l'autre. Si vous me critiquez, si vous faites preuve d'esprit critique envers moi ce soir, ça veut dire que vous m'estimez suffisamment intelligente, suffisamment capée pour vous répondre. Donc quand on critique, ça veut dire qu'on se place au niveau des idées, au niveau des arguments, et qu'on peut aller très loin dans l'argumentation et dans la contradiction parce qu'on ne touche pas la personne, on ne touche pas son ego. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout est jugé à hauteur et évalué à hauteur d'identité, d'où l'émotion qui devient hégémonique et omniprésente. Et je crois que cette ère identitaire est liée aussi à une histoire des idées, ce qui s'explique très rapidement. Si on fait l'histoire des idées, on peut comprendre pourquoi on en est arrivé à ce niveau de dialogue qui transforme tout débat en combat, si vous voulez, tout débat argumenté en combat identitaire. Et je crois que si on regarde l'histoire des idées en accélérant, on se rend compte que toutes les grandes autorités, toutes les grandes transcendances qui donnaient un sens aux existences individuelles se sont progressivement effondrées, que ce soit la politique, que ce soit... On n'attend plus des politiques aujourd'hui, malheureusement, qu'ils guident les existences individuelles, on n'attend plus de la religion qu'elle guide les existences individuelles. La religion est une affaire privée, mais il n'y a plus de religion d'État, les valeurs humanistes, etc. Toutes les grandes autorités se sont progressivement effondrées. Ce qui fait que l'individu se retrouve seul au XXe siècle, face à lui-même, face au vertige du soi toi-même, réussis ta vie, trouve un sens à ton existence et a besoin de béquilles existentielles en tout. Mais on rentre au XXe siècle dans l'ère vraiment de l'individu, la valeur cardinale devient l'individu, le je, J-E. Et bien quand l'individu devient la valeur cardinale, la question la plus essentielle par voie de conséquence, le siècle d'après, c'est forcément la question identitaire. Parce que quand le je devient central, la question qui est ce je, qui suis-je, devient la question fondamentale. Et d'ailleurs, on voit à quel point les communautarismes identitaires se renforcent, à quel point les revendications identitaires se crispent et à quel point on vit dans une ère vraiment identitaire. Et ça a des impacts, bien sûr, sur notre façon de dialoguer, notre façon de penser, notre façon de s'affronter. Donc pour moi, bien sûr, il y a le problème de l'éducation et de la pudeur de ne pas se répandre, mais même si vous regardez de la littérature, aujourd'hui les livres, et je me sens d'ailleurs à contre-époque parce que je n'ai pas du tout choisi de faire un livre là dans cette rentrée littéraire sur moi, ma personne, mon histoire, dont tout le monde se fiche, alors que dans la rentrée littéraire, surtout la rentrée de septembre, c'était un déversement d'autobiographie, de biographie, de concession, de confession, pardon, etc. Donc le moi, le je est vraiment devenu le sujet central. Donc il faut lutter pour élargir ce jeu, parler au niveau des idées, des arguments. C'est ce que toute la philosophie nous apprend à faire. Quand on fait une disserte de philo, on ne va pas parler à partir de son émotion, mais à partir des idées générales. Mais c'est une exigence qui ne va pas du tout dans l'air du temps. Peut-être que tu peux nous dire quelques mots de ce qui suit tout cela, qui est le rapport à la facilité. Oui, l'esprit de facilité qui est tellement... parce que maintenir cette exigence, c'est très difficile, ça suppose un effort. L'effort n'a pas bonne presse et donc on préfère par facilité tomber dans une forme de dogmatisme, de manichéisme, de monde divisé en blanc, en noir, en deux couleurs. C'est beaucoup plus simple. Alors que nuancer, distinguer, ça suppose vraiment un effort. Et je vais donner quelques exemples, mais pour montrer l'esprit de facilité, je vais prendre quelques notions pour voir à quel point elles sont dévoyées et à quel point ça a des conséquences sur notre société et sur cet esprit de facilité. Aujourd'hui, c'est très difficile de distinguer, par exemple, l'égalité et l'égalitarisme. On a une vision de l'égalité très égalitariste. Il faut absolument nuancer les deux parce que ça conduit, cette confusion des mots, ça conduit au nivellement absolument généralisé. Dans cette salle, nous sommes tous égaux en droit, ça va sans dire, et on doit toujours se battre pour plus d'égalité, on doit la maintenir, on doit la poursuivre, on doit la protéger. L'égalité de droit, nous sommes tous égaux devant la loi, en droit. Mais le problème, c'est que cette égalité de droit s'est progressivement dévoyée en égalitarisme. Parce que nous sommes tous égaux en droit, nous serions tous équivalents en tout. Et on rentre dans le règne de l'égalitarisme, de l'indifférenciation,
de l'équivalence, mais quand on met tout le monde au même niveau, eh bien, quand on met tout le monde sur un même piédestal, le piédestal devient un parterre. Et à ce moment-là, plus aucune reconnaissance n'est possible. On s'étonne souvent dans les entreprises ou même dans notre société, on l'a vu pendant la période Covid, notamment au sujet du personnel soignant, qu'il y avait un problème de reconnaissance en France des métiers les plus utiles et nécessaires à la survie de la population. S'il y a un problème de reconnaissance, c'est justement parce qu'on est tombé aussi dans cet égalitarisme patenté qui met tout le monde au même niveau. Parce que pour reconnaître les gens à leur juste valeur, à leur mérite, encore faut-il oser distinguer, oser hiérarchiser, oser différencier, dire qu'un tel est meilleur qu'un tel sur tel ou tel sujet. Mais pour oser émettre des différences aujourd'hui dans notre pays, ça devient très difficile parce que les moindres différences sont perçues comme des injustices. Parce que ces différences sont injustes. C'est conséquence de l'égalitarisme. C'est une énorme erreur. Il y a des différences qui sont très justes. Si je paye plus d'impôts que mon voisin, c'est une différence et c'est peut-être très juste et ça s'appelle l'équité. Donc vous voyez bien que la reconnaissance, elle n'est pas fille de la bien-pensance, de l'esprit de facilité. Elle est fille du courage de distinguer, du courage de hiérarchiser, du courage de différencier. Et pour ça, encore faut-il sortir de cette vision égalitaire comme égalitarisme, équivalence en tout. Ça me fait penser juste, mais pour illustrer encore l'idée, vous vous souvenez, pendant la période Covid, sur les plateaux de télévision, les philosophes se prenaient pour des grands épidémiologistes, les médecins pour des politiques, les politiques pour des médecins, etc. Il y avait une confusion des genres absolue. Ça venait de ce dévoiement-là, parce que nous sommes tous égaux en droit, donc mon jugement ne vaut pas moins que le vôtre. Bah si je parle de politique, il vaut mieux que je la ferme ce soir, parce que c'est pas mon domaine, parce que j'y connais rien. J'ai la liberté de m'exprimer, bien sûr, liberté d'expression, mais il faut avoir une relativité de la légitimité des points de vue, ce qui n'est pas la chose du monde la mieux partagée en ce moment. Pourquoi je parle d'égalité, d'égalitarisme? Parce qu'on prenait des distinctions, par l'esprit de facilité. Oui. Par exemple, quand on parle d'islamophobie aujourd'hui, ça aussi, c'est l'esprit de facilité. On nous accuse, on accuse quelqu'un d'islamophobie. C'est parce qu'on confond, encore une fois, le racisme et le blasphème. Et ce sont deux réalités bien différentes. Le blasphème relève de la liberté d'expression. On a le droit de critiquer jusqu'au bout, de façon la plus radicale possible, une religion. Le racisme est un délit et c'est attaquer la personne. Donc les deux choses n'ont rien à voir, mais on voit que par esprit de facilité, on a regroupé sous cette attaque, sous cette menace d'islamophobie, une confusion entre le blasphème qui relève de la liberté d'expression et le racisme qui est un délit et qui est évidemment condamnable et à condamner. Qu'est-ce que je peux prendre pour illustrer cet esprit de facilité? Il y en a tellement... Attends, j'ai plus d'idées. Elle voulait vous parler du paddle, mais elle... non, ça m'a posé trop de problèmes. Bah oui, parce que j'en ai critiqué l'esprit de facilité, alors que je sais qu'il y a des joueurs très forts en paddle et je ne critique pas le paddle, j'y joue moi-même avec mes filles. Mais quand j'ai voulu en faire un révélateur de l'époque en disant c'est tellement facile d'accès contrairement à d'autres sports qui sont plus ingrats au départ, le tennis, le golf et tout ce que tu veux, eh bien là, une volée de bois vert sur les réseaux sociaux, les congrès, les grands paddlistes, les alliances de paddlistes, les cercles de paddle m'ont tout de suite déchargé leurs insultes et leurs outrances en disant que je n'avais vraiment rien compris au paddle. Donc ça, c'est un sujet de... Vous voyez, c'est difficile d'écrire parce que même sur un sujet aussi anecdotique, on se dit vraiment ça va, tout le monde va être d'accord, c'est vraiment pas un sujet le paddle, pourquoi je fais une chronique sur le paddle? Eh bien, ça devient une affaire d'État sur les réseaux. Et le rôle de l'intellectuel, de la philosophe, c'est aussi de pointer dans nos vies quotidiennes, non pas des choses qui doivent nous culpabiliser, c'est pas ton état d'esprit, mais qui révèlent quelque chose de plus général. Exactement, et c'est ce que j'ai voulu faire dans le livre, c'est-à-dire toutes les distinctions, ça parle d'enjeux contemporains, d'enjeux qui nous concernent tous. Si je prends le sujet de l'euthanasie, par exemple, c'est là qu'on ne peut pas résoudre le problème de l'euthanasie à partir d'une distinction, mais ce sont des distinctions à partir desquelles on peut réfléchir à ces problématiques-là qui sont morales, qui sont éthiques et qui sont très compliquées. Mais par exemple, quand on dit il faut absolument distinguer la vie de l'existence, mais par esprit de facilité, tu vois, c'est pour prendre un autre exemple, on a tendance à confondre les deux notions. Mais la vie, c'est l'aspect biologique de la vie. On est vivant, on a un début, on a une fin, c'est l'aspect organique, biologique. L'existence, c'est vraiment se sentir sujet de sa vie, avoir un rapport à soi-même dans cette vie, agir à partir de soi-même, se sentir acteur, auteur de sa vie personnelle. Eh bien, quand on distingue ces deux notions, là je le fais très rapidement, on peut très bien comprendre
mort. Je vais nuancer aussi après quelque chose, mais on peut très bien comprendre qu'on peut vouloir abréger une vie qui n'est plus une existence. Et c'est pas choisir la mort pour autant, c'est refuser la dépossession ultime. Donc vous voyez, ces distinctions-là, elles sont quand même à l'origine d'une réflexion, après qu'on soit pour ou contre l'euthanasie, mais en tout cas ce sont les éléments de base pour réfléchir à partir des idées et pas simplement à partir de mon ressenti personnel. Et si je prends ces grands sujets, que ce soit l'avortement, l'euthanasie, là aussi on peut distinguer, et c'est ce qu'on ne fait pas par esprit de facilité, le fait d'accepter légalement une loi, d'adhérer légalement à une loi, de voter une loi et d'y adhérer moralement. C'est pas du tout la même chose. On peut, sur l'euthanasie par exemple, notre pays ne sera jamais d'accord. Il y a trop de divergences, il y a trop de discordances, on va pas trouver une unanimité sur ces sujets-là. C'est impossible. Donc il faut quand même concevoir qu'on puisse adopter une loi sans y adhérer moralement. C'est pour ça que les clauses de conscience existent évidemment pour les médecins, et c'est comme ça qu'une démocratie tient, parce que quand on demande l'adhésion morale forcée, eh bien on est dans un régime autoritaire. Mais le droit ne gouverne pas les consciences, il gouverne juste les conduites, et une démocratie ne tient pas par l'unanimité des cœurs, mais par la loyauté des actes. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument distinguer entre voter une loi voter une loi et adhérer moralement à cette même loi. Mais par esprit de facilité, très souvent, on fait ces confusions-là, et donc on refuse tout, et on ne peut plus débattre démocratiquement. La traduction politique, démocratique de ce que tu évoquais tout à l'heure, qui est le règne des identités et donc du communautarisme, c'est le clientélisme politique. Et vous voyez l'évolution absolument folle et dévastatrice dans laquelle on est arrivé petit à petit. Il y a quelques décennies, le rôle d'un candidat à l'élection présidentielle était de rassembler le maximum de Français. C'était le défi. Et vous prenez tous les présidents de la République, il y a quelques années, je ne donnerai pas la date limite à partir de laquelle ça s'est arrêté pour ne fâcher personne, mais c'était des moments de conquête politique. Et d'ailleurs, le mot de conquête existait. Enfin, il ne s'agissait pas seulement de conquérir le pouvoir, il s'agissait aussi de conquérir une majorité de Français, l'esprit des Français. Or, depuis quelques années, cet esprit de conquête a totalement déserté la classe politique, avec quelques anomalies. La première, c'est le règne des parts de marché électorales. Raphaël sait ça comme moi, on a assisté souvent à des réunions, on avait des sondeurs qui venaient nous expliquer les parts de marché électorales, et qui ne nous expliquaient pas du tout comment aller conquérir d'autres parts de marché électorales, mais comment finir de convaincre notre petite part de marché électoral. Donc en clair, vous faites 5% à une élection présidentielle, on vient vous expliquer comment vous assurer la fois d'après que vous fassiez pas moins de 5%. Mais on ne vous demande surtout pas d'aller convaincre les 95 autres pourcents. Au passage, on ne vous demande même plus d'aller convaincre tous ceux qui ne vont plus voter. Et cette lente accoutumance que nous avons à l'abstention, qui est aujourd'hui la première réserve de voix du pays, tout de même, devrait obséder toute la classe politique. On devrait se dire, mais c'est exactement là qu'il faut aller, d'abord parce que c'est là où il y a le plus de monde, et puis parce que comme ils sont éloignés du classement politique, de l'appartenance politique, c'est sûrement là qu'il y a des esprits à convaincre. Pas du tout. On raisonne en part de marché électoral. Puis il y a une deuxième anomalie qui est arrivée dans le paysage, en tout cas c'est mon point de vue, qui sont les primaires. Alors les primaires, dans l'esprit de facilité, c'est pour ça que je l'évoque. C'est aussi, au fond, je vais presque dire que les primaires sont à la politique ce que le paddle est au sport. En quelques jours, vous pouvez réussir quelque chose d'incroyable sans aucun effort. Sans aucun effort. Et les primaires ont fabriqué ça, puisque les primaires ont consisté à ce qu'un petit groupe, qui n'est pas la masse électorale du pays, puisse choisir un chef, qu'on arrête les guerres fratricides qui étaient compliquées, donc on protocolise tout ça. Au fond, il y a des règles, vous votez 1+1, etc. Et à la fin, on désigne quelqu'un, ça fait illusion quelques semaines, et puis en général, ça finit mal. Si ça finit pas mal au moment de l'élection, ça finit mal après. Parce que vous avez oublié d'aller convaincre une majorité du pays. Une majorité des vôtres, c'est fait, mais vous avez oublié de convaincre une majorité des pays. Et en 81 comme en 95, pour prendre ces deux exemples, si les deux présidents de la République façonnent le pays dans les mois qui suivent leur élection, qu'on soit d'accord ou pas, c'est parce qu'ils ont pu convaincre une majorité du pays.
convaincre une majorité du pays, c'est pas seulement nécessaire pour être élu, ça commence par là, mais c'est aussi nécessaire pour conduire le pays. Parce que lorsque vous n'avez pas de majorité, vous ne conduisez pas le pays. Et au fond, être président de la République pour ne pas conduire les affaires du pays, je ne vois pas très bien à quoi ça peut servir. Mais les primaires nous ont empoisonnés, et aujourd'hui, le raisonnement politique, il se résume à ça. Prenez tous les candidats putatifs à la présidentielle, bon, il y en a beaucoup, hein. Leur raisonnement ne consiste pas du tout à gagner potentiellement le cœur des Français. Et je lisais ce matin un papier dans la presse nationale qui était stupéfiant, qui nous expliquait pourquoi les différents candidats à la présidentielle s'agitaient beaucoup en ce moment, alors que c'est encore assez tôt, parce que, nous disait ce papier, les instituts de sondage ont décidé dans quelques semaines de livrer un sondage massif de tous les candidats putatifs à la présidentielle pour voir quelles étaient leurs positions. Et donc tous nos gentils candidats là, qui tout mouillés à chacun pèsent au mieux 15%, au pire autour de 4%, s'agitent en se disant que si jamais ils avaient fait un bon coup médiatique 48 heures avant, qu'il y ait un frémissement dans l'opinion, peut-être que sur un malentendu, ils pourraient se positionner. Et vous vous rendez compte le dévoiement dans le chemin de facilité que tu évoquais tout à l'heure, d'abord de ce qu'est l'exigence politique, de devoir laborieusement labourer, de devoir convaincre, d'avoir des moments où vous doutez vous-même. Ça nous arrive avec Raphaël de dire, est-ce qu'on a fait les bons choix? La facilité aurait consisté à rester dans un groupe politique, à faire semblant d'être d'accord. C'est pas toujours facile, hein, de plus avoir le groupe pour vous porter. Mais ces moments-là, ils sont fondateurs dans la conviction politique. Et donc aujourd'hui, nous avons ce sujet qui nous pousse vers l'identité ou l'individualité politique, à parler à des clientèles et à ne jamais parler aux Français. Et la conséquence de ça, pour passer sur un autre sujet, c'est la fragmentation du pays. C'est la fragmentation intellectuelle, idéologique et politique du pays. Et dans un contexte international que vous connaissez aussi bien que nous, cette fracturation, elle est devenue une fragilité mortelle. Au moment des 30 Glorieuses, on pouvait s'autoriser à avoir un pays fracturé, au fond, tout tourner. Mais aujourd'hui, avoir un pays fracturé, c'est une menace sur la nation elle-même. Et c'est ce à quoi nous assistons fondamentalement. Est-ce que tu peux, sur toutes ces questions, nous dire comment ton discours est perçu, y compris par une partie de la classe politique? Parce que ça, je pense que c'est intéressant qu'on le sache. Est-ce que tu intéresses, je suis assez convaincu, à ton avis, pourquoi? Et dans ce que tu dis, qu'est-ce que les politiques n'arrivent plus à dire? Je crois qu'il y a un manque de courage politique et tout ce que tu as décrit vient du fait que l'individualisation dont on a parlé conduit à l'identitarisme, au communautarisme et résultat, on ne raisonne plus, que ce soit les hommes politiques ou même nous peut-être à notre échelle en tant que citoyens, mais en tant qu'identité. Je suis d'abord juif, musulman, catholique, femme, homme et on prend toutes les catégories identitaires mais on raisonne plutôt à partir de cela. Et c'est pour ça d'ailleurs que les hommes politiques s'adressent à des communautés parce que le côté citoyen ne fonctionne plus. Pourquoi ? Je crois que c'est là qu'est le danger d'ailleurs, et c'est ça qu'il faut, à mon sens, défendre. Enfin, ce que j'essaye de faire, c'est que l'universalisme des Lumières est tombé en désuétude, parce que justement, par identitarisme patenté, les communautarismes ont critiqué l'universalisme. L'universalisme, c'était quoi? C'était de se dire, dans cette salle, on est réunis par quoi? Par notre pensée, par notre raison. Peu importe notre couleur de peau, notre sexe, notre genre, on n'en a rien à faire de tout ça. C'est notre pensée, notre rationalité qui nous rassemble tous dans un pays ou dans une salle ou peu importe. Donc ça, c'est l'idée des Lumières, l'universalisme. Mais avec l'arrivée des communautarismes qui se crispent, qui montent, eh bien l'universalisme a été critiqué en disant c'est finalement une forme d'indifférenciation, d'indifférence coupable vis-à-vis des particularismes et vis-à-vis des identités. Donc l'universalisme a complètement perdu de sa splendeur, mais ça veut dire qu'il était aussi faible. C'est là qu'il faut le remettre en question, parce que s'il était trop indifférenciant, il n'a pas tenu, et donc comment le remettre à l'ordre du jour sans tomber dans cette indifférenciation qui est perçue comme coupable aujourd'hui, et sans tomber pour autant dans un identitarisme étriqué. C'est ça l'enjeu politique pour moi aujourd'hui d'un homme politique
politiques qui devraient avoir le courage de poser cette question-là. Comment éviter l'universalisme indifférenciant et comment éviter l'identitarisme étriqué? Je crois que la seule solution, je ne trouve pas d'autre réponse, mais en tout cas on pourrait y travailler ensemble, c'est d'un moment d'imposer une hiérarchisation des identités. Être d'abord citoyen, ensuite ce que vous voulez de religion, de telle ou telle religion, homme, femme. Mais à un moment, il faut hiérarchiser les choses parce que sinon, on perd l'impératif républicain et on laisse les lois communautaires outrepasser finalement ces impératifs-là. Donc pour la cohésion de notre pays, il faut retourner, je crois, dans cet universalisme-là, mais en prenant peut-être plus en compte les identités, mais en les hiérarchisant, parce que sinon, on tombe encore dans ce piège-là. Donc pour moi, ça c'est un enjeu et ça me fait dériver un peu vers ce concept d'identité, parce que c'est ça que j'essaye de dire aux politiques, c'est difficile à faire admettre, et vous pouvez être en désaccord bien sûr avec cette idée-là, mais moi j'ai voulu déconstruire ce concept d'identité. Il est absolument nécessaire pour se construire, on a besoin d'un sentiment de soi, et bien sûr, je nuance ce que je dis là, mais je trouve que le concept d'identité ne répond pas à ce besoin de se sentir, que ce soit à l'échelle d'un pays ou à l'échelle individuelle, de sentir qu'on est sujet, si vous voulez. Et effectivement, je trouve que si je vais très très vite pour déconstruire ce concept-là, l'identité bénéficie d'une certaine forme d'innocuité morale. C'est bien de parler de l'identité. Un président, c'était Sarkozy, je crois, avait voulu créer un ministère de l'identité. Donc c'est une notion qui est très valorisée, alors qu'elle est à l'origine de bien des mots, et même des pires mots, MAUX. Je prétends pas expliquer les guerres, bien sûr, c'est plurifactorial et c'est très compliqué, mais à l'origine d'une guerre, il y a toujours une dominante identitaire. On ne tue pas des gens pour le prix des matières premières ou le coût du pétrole. On tue des gens pour défendre un territoire, une religion, un drapeau, une géographie, donc pour une composante identitaire. Donc l'identité, je vais raisonner en forme d'entonnoir, si vous voulez, partir de l'international et arriver au plus personnel, pour vous montrer que l'identité est à l'origine des pires choses la plupart du temps. Donc au niveau international, les guerres ont toujours une composante identitaire. Au niveau européen, c'est une problématique identitaire qui se pose à la France aujourd'hui. Comment rester sujet de son pays, acteur de son pays, souverain de son pays, tout en s'harmonisant à un ensemble plus global, c'est exactement la problématique que l'Europe pose à la France aujourd'hui. Si je raisonne encore de façon un peu plus serrée, la France rencontre un énorme problème identitaire aujourd'hui avec l'immigration. Comment rester notre pays, comment garder, conserver une identité avec cette problématique d'immigration? C'est une problème identitaire. Est-ce que ça se fait par l'assimilation? On gomme toutes les identités? Ou est-ce que ça se fait par l'intégration? On respecte les identités diverses. Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est exactement la problématique que rencontre la France aujourd'hui. Si je redescends encore et que je resserre encore un peu l'étau, au niveau des familles, tous les problèmes familiaux ont souvent une composante identitaire. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde les drames familiaux, que ce soit Médée qui tue ses enfants parce qu'elle a un problème de reconnaissance identitaire, que ce soit Chronos qui avale ses enfants parce qu'il voit dans sa descendance une menace identitaire, ou quand on voit Oedipe qui veut tuer son père pour coucher avec sa mère, ce sont toujours des problématiques identitaires. Vous dînez avec quelqu'un et quelqu'un vous dit « Ah bah, ma fille, c'est tout son père. Ah bah voilà, l'identité de la fille n'y est et ça coûtera 15 ans de psychanalyse aux parents. » Mais enfin, vous voyez qu'il y a toujours une problématique identitaire. Donc, que ce soit à l'international, au niveau européen, au niveau national, au niveau familial, on voit que l'identité n'est pas forcément une vertu et qu'elle peut tourner au vice et à quelque chose de plus négatif. Après, en tant que concept, c'est très étonnant, mais ce concept-là est un des plus bancals de l'histoire de la philosophie. Si je vous demande dans la salle comment vous définiriez l'identité, j'aurai autant de réponses que de personnes dans la salle, parce que ce concept est très ambivalent. Si vous ouvrez le dictionnaire au mot identité, vous avez deux acceptions du mot. L'identité, c'est identique, c'est la même T, c'est A égale A, c'est un terme mathématique à l'origine, l'identité. Et l'identité, votre identité n'est pas mon identité, c'est aussi une différence. L'identité, c'est à la fois le même, la recherche du même, et à la fois la distinction, le devenir soi, la recherche de la différence. Et dans n'importe quelle
quête identitaire, vous retrouvez ces deux dimensions qui sont antagonistes d'une certaine façon. Comment s'identifier à un groupe? Quand on est adolescent, par exemple, on a besoin de mêmeté, on s'identifie à un groupe, on recherche des modèles, donc on recherche le même. Et puis, en même temps, comment devenir soi, comment s'affranchir de cette identification et passer dans de l'individualisation, de la singularisation? Eh bien, dans n'importe quelle quête identitaire, que ce soit politique, que ce soit individuelle, vous retrouvez ces deux dimensions qui sont contradictoires. Donc c'est un concept très bancal. Puis après, si on essaye de le définir, on cherchera n'importe quelle assignation à l'identité, ce sera toujours réfutable. Si vous me dites l'identité de la France, c'est la devise liberté, égalité, fraternité. Oui, mais alors la France avant cette devise, c'était pas la France, ça tient pas. Si vous me dites l'identité, c'est la mémoire, c'est un fil continu, c'est ce qui fait qu'on garde notre identité, c'est la mémoire, c'est le souvenir. Mais alors quelqu'un qui perd la mémoire, qui a Alzheimer, n'a plus son identité, c'est problématique. On peut pas répondre aussi facilement. Si c'est la conscience d'être quelqu'un, mais alors quelqu'un qui perd conscience perd son identité aussi. Si vous me dites c'est le corps, mon identité, vous me reconnaissez parce que j'ai le même corps? Bah non, parce qu'entre mon corps bébé et mon corps vieille dame, c'est pas du tout le même corps. Et donc ça évolue et je ne trouve rien de fixe, de permanent. Bref, je vais pas vous embêter avec le concept d'identité, mais tout ça pour vous montrer qu'il est très difficile. Il est conceptuellement incertain, si vous voulez, parce qu'il est déjà fondé sur une contradiction et en plus il est indéfinissable, on ne lui trouve jamais une assignation suffisante et suffisamment exhaustive. Et donc la question, c'est comment, là je rejoins un peu la politique, c'est comment créer un nous quand on sait que l'identité ne peut pas y répondre, qu'on ne va pas rassembler des gens à partir de valeurs ou de slogans, ça ne marche plus aujourd'hui, ce collectif pour le collectif, ce sacrifice individuel pour le collectif. Je crois que le collectif aujourd'hui, s'il n'a pas une dimension individuelle, c'est très compliqué de faire ressentir aux gens la nécessité d'une action commune, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Donc comment créer une unité, une union, alors que l'universalisme est fragile et que l'identité ou l'identitarisme est incertain? Pour moi, je crois, et j'ai essayé de regarder à travers ces périodes de crise qu'on traverse, que la seule condition pour créer un collectif, c'est quoi? C'est que vous prenez tous les exemples de collectifs forts aujourd'hui, à chaque fois, ils présupposent la conscientisation pour l'individu d'un risque. Si l'individu, et l'individu, on peut penser à l'échelle d'un pays ou à l'échelle individuelle, vous changez les ordres, mais le raisonnement est valable pour les deux. Si l'individu n'a pas conscience pour lui-même d'un risque, et prenez le mot risque dans ces deux acceptions, parce qu'en français il est très péjorativement connoté, prendre un risque c'est un danger, une menace, un péril. Mais prendre un risque en anglais, on le traduit par take a chance, c'est aussi avoir une opportunité de gagner. Donc prenez le mot risque dans ces deux acceptions, soit une menace, un danger, soit une opportunité, une chance. Si l'individu aujourd'hui n'a pas conscience pour lui-même d'un risque, soit une opportunité, soit un danger, c'est impossible de lui demander de participer à une action collective. Quand est-ce que, je vais prendre quelques exemples, mais quand est-ce que les ouvriers se montrent le plus solidaires? C'est quand l'usine menace de fermer et qu'ils ont bien conscience pour leur vie personnelle et vie professionnelle de l'enjeu, du risque. Le sport est comme toujours la meilleure des philosophies. Quand est-ce qu'une équipe de sport fait preuve d'un esprit d'équipe très fort? C'est quand l'équipe a conscience de pouvoir gagner, opportunité, ou perdre, risque, menace, un titre ou un match très important. Plus la conscience de l'enjeu est grande, plus la solidarité est forte. Je regarde pas le foot, mais comme tout le monde en quart de finale, demi-finale, finale, je vais regarder un match de foot parce que j'aurai conscience, comme tout le monde, de l'enjeu. C'est pas vrai, enfin, ça marche normalement. Je trouvais que la période Covid a été très très éclairante aussi. Vous vous souvenez qu'à 20h, on applaudissait tous sur nos balcons, le personnel soignant, plus ou moins. Il y avait quelque chose de sympathique dans ce geste. Tout ça pour dire que le collectif aujourd'hui, me semble-t-il, c'est pas satisfaisant, mais c'est la seule réponse que j'ai trouvée, c'est que le collectif n'émerge qu'à partir de la conscientisation d'un risque pour l'individu. Ça ne veut pas dire qu'il faut diriger par la peur, ce serait très machiavélique. Donc voilà, entre l'universalisme qui n'est pas assez puissant, l'identitarisme qui est parfois trop étriqué et incertain conceptuellement, j'ai voulu donner la condition d'un collectif aujourd'hui qui n'est peut-être pas satisfaisante dans la réponse, mais je n'ai pas d'autre réponse pour le moment. Ce sujet du collectif ou de la communauté, il est aujourd'hui compris par d'autres que la République. Je vais vous donner un exemple qui va totalement dans le sens de ce que tu évoquais. Aujourd'hui, tout le monde est conscient d'un grand danger qui ne guette pas notre pays, mais qui attaque notre pays depuis désormais quelques années, qui est le narcotrafic. Et donc, vous entendez la classe politique se saisir assez régulièrement de ce sujet, en n'abordant la question que sous le petit angle.
Le petit angle, c'est aller sanctionner le consommateur, qui est un sujet nécessaire. Mais le véritable danger en matière de lutte contre le narcotrafic n'est pas tant le consommateur et la recrudescence des consommateurs, que le fait qu'aujourd'hui, dans la stratégie des narcotrafiquants, il y a une stratégie communautariste. Elle a existé, cette stratégie, elle existe encore, notamment chez les islamistes, qui étaient non seulement capables de lever des armées de terroristes, mais qui étaient aussi capables de donner à des âmes délaissées par toute autre communauté un esprit de corps. Et je ne suis pas du tout en train d'excuser quoi que ce soit en disant cela, mais simplement de l'analyser froidement, comme d'ailleurs tous les spécialistes de lutte antiterroriste l'ont fait à l'époque, en disant que ce qui était extrêmement fatal en matière de lutte contre le terrorisme islamiste, c'était pas seulement l'acte isolé, mais c'était l'appartenance à un groupe qui donnait à l'individu terroriste une puissance décuplée. C'est exactement ce que tu évoquais tout à l'heure. Sur la question du narcotrafic, nous en sommes exactement au même endroit. Et je vous donne un point d'illustration très concret. Les spécialistes de lutte contre le narcotrafic nous disaient il y a quelques semaines que lorsqu'ils ont débuté leur carrière, il y a quelques décennies, pour certains les plus anciens, ils attrapaient des narcotrafiquants qui avaient en commun de gagner beaucoup d'argent, d'être des petites frappes, mais qui avaient en commun aussi d'appartenir à une société alternative. Et donc c'est tout ce que nous avons vu dans le cinéma de cette époque, l'imaginaire collectif, d'une mafia dans laquelle les gens se mariaient entre eux, écoutaient des musiques entre eux, fréquentaient les mêmes endroits, les mêmes restaurants, et pas seulement pour des questions de sécurité, mais aussi parce qu'ils appartenaient à une société parallèle. Et que ce qui faisait la force de cette mafia-là, notamment en Italie, c'était la société alternative. Lorsque vous rentriez en mafia, vous rentriez dans une société alternative qui avait ses codes, qui avait ses lois, qui avait ses sanctions, etc., etc. Tout ça était un élément extrêmement puissant pour tous ceux qui, par leur seule identité, ne se suffisaient pas pour trouver une place dans la société. Pendant de longues décennies, les acteurs de la lutte contre le narcotrafic nous disaient qu'ils ne retrouvaient plus cela. Et au fond, les individus qu'ils attrapaient étaient des individus qui faisaient ça pour gagner de l'argent, facilement et vite. Mais ils n'appartenaient à aucune société alternative, ils n'avaient pas de tatouage en commun, ils ne se fréquentaient pas entre eux, c'était simplement des petites mains. Depuis quelques années, ce que nous retrouvons par le narcotrafic, c'est l'organisation mafieuse. Et l'organisation mafieuse, elle est autrement plus dangereuse que l'organisation isolée en matière de narcotrafic. Bien, voyez la cécité du politique sur ce sujet. Le politique va lutter contre les individus, les petits dealers. On a totalement oublié de lutter contre la société alternative que représentait le narcotrafic aujourd'hui. Il y a quelques jours, un des spécialistes de la question me disait que dans l'audition qu'il a eue d'un acteur assez important du narcotrafic, mais pas parmi l'élite, si j'ose dire, de l'organisation mafieuse, c'était un individu de 25 ans. Et durant son audition, me disait-il, il a été absolument stupéfait de la manière dont cet individu avait trouvé sa place et un rôle dans la société du narcotrafic et de la mafia. Qu'il y avait une hiérarchie, qu'il savait comment se comporter dans cette hiérarchie, qu'il avait été coupé de sa famille, de ses proches, mais qu'il avait trouvé une alternative. Tout ça, c'est ce que la nation ne donne plus, c'est ce que la République, à force de communautarisme, de clientélisme électoral, ne donne plus, c'est ce que le discours politique, à force de petites facilités et de grands divertissements, ne donne plus. C'est cette idée selon laquelle il y a quelque chose qui peut nous dépasser, nous rendre plus grands, qui s'appelle notre pays, qui s'appelle le progrès, au sens positif du terme, qui s'appelle la grandeur, etc., etc. Et ce que tu disais tout à l'heure est très important parce que, vous voyez, dans des défis qui sont, des menaces qui sont aujourd'hui des menaces très concrètes, sur le narcotrafic, vous pourrez avoir toute l'agitation que vous voulez en matière sécuritaire, et elle est nécessaire. La vraie lutte,
elle est plus seulement sécuritaire, elle est morale. Elle est des consciences. Je donne un dernier exemple, qui est la question de la corruption. C'est un sujet, comme tous ces sujets difficiles, dont on ne veut pas parler, parce que c'est la démonstration de notre fragilité. Dire qu'aujourd'hui notre pays a un problème majeur de corruption, y compris dans l'appareil d'État, c'est une manière de nous dégrader, au fond, nous qui pensons être un grand pays inattaquable. Or aujourd'hui nous avons un sujet de lutte contre la corruption, y compris au sein de l'appareil d'État. Un vrai sujet. Et les spécialistes vous diront que c'est ce qui les inquiète le plus. Et ils vous diront aussi, et je termine sur ça, que cette corruption, elle est non seulement matérielle, parce qu'évidemment on parle là de dizaines de milliers d'euros qui circulent facilement, mais elle est devenue aussi morale à force de donner presque du charme à ce qu'est le crime. Vous savez, si vous enlevez le concept de la dimension identitaire de toutes les problématiques actuelles, on arrive à plus de paix, au sens pas angélique du terme, mais à plus de pacifisme. Si on prend la religion, par exemple, il y a, dans les crimes terroristes, etc., il y a toujours une composante identitaire. Vous savez, c'est la phrase de Voltaire, ils sont devenus dévots, en un mot, hein, pas dévots en deux mots, ils sont devenus dévots de peur de n'être rien. Tout d'un coup, la religion donne un sens à l'existence, procure une identité aux carencées identitaires. Et dans tous les crimes et les pires effractions, il y a toujours une dimension identitaire. Si on enlevait de la religion la dimension identitaire, on ne garderait de la religion que la philosophie ou les idées régulatrices. Il ne s'agit pas de critiquer le besoin de croire, etc. Mais en tout cas, on en enlèverait la dimension parfois criminelle. Si vous enlevez l'identité, je prends plein de sujets différents, mais c'est exactement les mêmes sujets, que ce soit pour le narcotrafic, pour le terrorisme. Si vous enlevez l'identité, par exemple, dans les entreprises des quotas, vous voyez cette logique de quotas très identitaire, etc., vous aboutissez à la vraie reconnaissance. Parce que je critique pas les notions d'inclusion et de diversité, on est tous pour, là encore une fois. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe au nom de la diversité et de l'inclusion? On veut des échantillons, des exemplaires d'une catégorie identitaire. On veut une personne de couleur, une personne handicapée, une femme, un homosexuel, un transgenre, et vous prenez toutes les catégories identitaires pour répondre aux besoins de quotas, d'inclusion et de diversité. C'est très bien, au départ, il faut y amorcer les choses avec des quotas, mais on arrivera à une véritable reconnaissance quand on aura quitter cette logique purement identitaire et qu'on ne recrutera pas quelqu'un recrutera pas quelqu'un pour sa dimension identitaire, pour la statistique identitaire qu'il incarne, pour l'inventaire identitaire qu'il incarne, mais pour ce qu'il est, c'est-à-dire sa personnalité, son mérite, son travail, ses efforts. Donc vous voyez que en enlevant de ces logiques d'inclusion et de diversité la dimension identitaire, on parvient à une plus juste reconnaissance. Si on enlève du sexisme, cette dimension, enfin même du corps, cette dimension identitaire, on évite le sexisme. Si vous dites vous êtes une femme donc tu as une vie de femme, vous tombez dans le sexisme parce que vous adossez au corps cette dimension purement identitaire. À l'opposé aussi, il faut bien ne pas réduire l'identité à la pure volonté, parce qu'aujourd'hui il suffit de dire je veux être un homme quand bien même je suis une femme pour devenir un homme. Mais si on veut rester aux prises avec la réalité, il faut aussi ne pas placer de l'identité du côté de la volonté. Il ne suffit pas de vouloir pour être, bien sûr que non. Donc vous voyez, quel que ce soit les problématiques sexistes, les problèmes d'inclusion, de diversité, les problèmes de religion, il y en aurait 100 000, à chaque fois c'est une dimension identitaire qui procure un tel sentiment aux individus qu'ils sont capables, au nom de ce sentiment, de commettre les pires exactions. Donc et ça me fait... Oui, enfin voilà, il y aurait plein d'autres exemples, mais je ne vais pas être trop longue, mais... oui, non, vas-y. Tu nous as parlé tout à l'heure du courage. Oui. Tu as commencé à l'évoquer largement. Tu parles souvent de la question de la lucidité. Au fond, c'est l'exercice auquel tu nous pousses avec, comme tu le dis depuis tout à l'heure, beaucoup de respect, parce que tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais à partir du moment où on considère qu'on est capable de réflexion les uns et les autres et qu'on est capable de se convaincre, c'est qu'on reconnaît l'intelligence de part et d'autre. Sur cette question du courage et de la lucidité, comment tu abordes les choses? Parce que c'est souvent le plus difficile dans une période au fond où il y a ce que Simone Weil, la philosophe, a appelé la lente accoutumance au pire, quelque chose de très confortable à endosser les codes des autres, à parler de bienveillance quand on ne sait pas de quoi parler d'autres, à parler de résilience, de responsabilité, enfin vous voyez, tous
ces paravents qui cachent un peu notre misère. Mais pour ça, il faut une forme de courage. Et dans cette période-là, on a perdu la notion véritable du courage. Le courage n'étant pas d'aller au plus offrant, au plus facile, tout ce que tu as évoqué. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qu'est cette exigence du courage, avec le risque qu'il nécessite, qu'il implique, avec la conscience soi-même aussi de ce que l'on veut faire, de sa propre existence? Ça vaut pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos missions. Ça vaut singulièrement pour la classe politique. On s'est souvent fait la remarque avec Raphaël, mais avec d'autres aussi. Moi, j'ai une méfiance maladive pour les responsables politiques qui sourient tout le temps. Oui. Ceux qui sont toujours d'humeur égale. Alors, ou ils ont un très bon médecin, et c'est pas mon cas, dans les cas pas pour ça, ou alors, ça veut dire qu'en réalité, rien n'est plus capable de les atteindre. Lorsque vous êtes engagé de quelque manière que ce soit, dans cette période-là, je pense que pour mesurer notre état de santé mentale, il faut mesurer notre état d'indignation. À mon avis, si vous passez une journée sans avoir une seule bonne raison d'être horrifié, en colère, c'est que votre santé mentale baisse. Alors, en ce moment, on a de quoi avoir une santé mentale vive. Mais je veux que tu nous parles de ce sujet parce que, mine de rien, la lucidité, d'abord, c'est un sac à dos un peu lourd à porter. Ça nécessite beaucoup de rigueur. Et comment est-ce qu'on ne passe pas pour le grincheux de service, au fond, mais plutôt pour celui qui a un horizon, un cap, qui le tient et qui n'a pas l'intention de le lâcher? Alors il y a deux mots sur lesquels tu insistes, lucidité et courage, c'est pas tout à fait la même chose, mais la lucidité déjà, c'est faire preuve d'esprit critique. Souvent aujourd'hui on confond l'esprit critique et la critique, où on pense que l'esprit critique c'est critiquer, polémiquer, c'est pas du tout la même chose. L'esprit critique, elle a toujours un but l'esprit critique a toujours un but libératoire. La critique, elle ferme, elle polémique, elle conclut très vite. L'esprit critique normalement cherche à se libérer. Pour faire preuve d'esprit critique et de lucidité, je crois qu'il y a aujourd'hui un travers à prendre à rebrousse-poil, c'est qu'on a tendance à raisonner, je le vois sur les réseaux sociaux, je le vois en politique, je vais prendre un exemple très politique, ça va te parler, ça va vous parler. On fait passer les valeurs avant les faits, c'est-à-dire qu'on lit le réel en fonction des valeurs qu'on a en soi. Je vais prendre un exemple très concret. Au nom des valeurs antiracistes, qui sont tout à fait louables, on ne veut pas voir de lien entre l'immigration et la délinquance, au nom de valeurs. Donc on fait passer les valeurs et on nie le réel d'une certaine façon. À l'opposé, le raisonnement inverse est tout aussi erroné, c'est-à-dire que si on voit un lien de causalité entre l'immigration et la délinquance, on est tout simplement raciste. Mais vous voyez qu'à chaque fois, c'est une valeur il y a des liens de corrélation, mais il n'y a pas un lien de causalité. C'est pas parce qu'on est immigré qu'on est délinquant. Vous voyez bien la différence entre la corrélation et la causalité. Donc aujourd'hui, quand on voit le débat politique, le débat public, on se rend compte que ce sont les valeurs qui déterminent la lecture de la réalité et plus du tout les faits. On ne passe pas d'abord, il y a un ordre de passage pour être lucide, d'abord les faits, ensuite les valeurs. Si on fait passer ses intérêts de sa propre raison avant les faits, on tombe soit dans un déni de réalité, soit dans des idéologies à combattre. Et sur le courage, je trouve que évidemment le courage manque, et ce qui est très frappant dans notre pays aujourd'hui, c'est que j'en avais fait un livre qui s'appelait La vertu dangereuse, parce qu'on n'a que des bonnes raisons, on a des raisons d'éloge dans ce pays qui se retournent très vite en cause d'effroi par manque de courage. Je vais être très claire. Quand tout à l'heure j'ai parlé de l'égalité qui s'est dévoyée en égalitarisme, vous voyez, il faut un esprit de courage pour sortir du dogmatisme binaire, du manichéisme, de la bien-pensance actuelle qui consiste à penser qu'il y a d'un côté le camp du bien et d'un côté le camp du mal et qui oublie que bien et mal s'entremêlent sur chaque sujet. La réflexion morale, c'est pas la moralisation, c'est pas la bien-pensance, c'est essayer de voir ce qui peut être juste dans l'injuste et injuste dans le juste. Ça suppose une technicité, ça suppose des outils conceptuels, mais ça s'apprend. Donc la réflexion morale, c'est ça, faire preuve de courage, de lucidité, c'est ça, et c'est pas la moralisation, la bien-pensance, les bons sentiments, le politiquement correct qui va à l'opposé. Et quand on fait preuve de cet esprit critique, de ce courage de la pensée, on se rend compte que
il n'y a pas d'un côté le camp du bien et d'un côté le camp du mal, mais que bien et mal s'entremêlent sur chaque sujet. Et dans notre pays, c'est fou parce que tout se renverse. Nos grandes vertus se retournent en vices, si vous voulez. L'égalité, vertu républicaine à maintenir, c'est dévoyé en égalitarisme, vice à combattre. Si je prends le principe de précaution, vertu, heureusement que nous avons le principe de précaution dans notre Constitution, qui ne doit théoriquement s'appliquer, nous dit Ancionas qui a créé le principe de précaution, qu'en cas de risque humanitaire, environnemental ou sanitaire. Et c'est le principe de précaution, c'est en cas de danger, envisage le pire et borne tes actions à l'aide de normes éthiques en cas de risque humanitaire, environnemental ou sanitaire. Donc heureusement qu'on a ce principe de prudence, de précaution dans notre Constitution. Mais la plupart du temps, ça s'est dévoyé en précautionnisme aigu, en idéologie précautionniste qui fait qu'on ne veut plus prendre aucun risque de peur de tomber... de peur du risque. Donc on ne cherche même pas à minimiser les risques, on cherche à les abolir, on cherche l'innocuité totale avant d'agir, mais quand on cherche le risque zéro avant l'action, on n'agit absolument jamais. Donc cette règle d'action prudente qu'est le principe de précaution s'est dévoyée en principe d'inaction mortifère pour notre pays, mortifère pour nos organisations. Les années 68, formidables, on a quitté l'autoritarisme. Heureusement, il y avait beaucoup de bons dans ces mouvements. On a quitté l'autoritarisme, paternalisme, vertical, difficile, etc. Donc vertu. Mais le problème, c'est qu'on en a perdu toute forme d'autorité. Et ça devient un vice, parce qu'on le voit dans n'importe quelle sphère de la société, dès qu'il n'y a plus d'autorité, c'est le nivellement absolument généralisé. Quand un maître, une maîtresse n'a plus d'autorité, à l'école, on voit le niveau qui s'effondre. Un parent qui n'a pas d'autorité, ça génère les enfants rois, et c'est une catastrophe aussi. Les entreprises libérées, soi-disant sans autorité, où tout est transversal, dans les faits, c'est jamais vrai, mais enfin, dans l'idée, c'est ça, eh bien, ça marche pas à grande échelle. Vous imaginez la SNCF en entreprise libérée, déjà en entreprise normale, c'est compliqué, alors en entreprise libérée. Le président normal, le fameux président normal, les autres c'est compliqué aussi, mais bon, ça n'a pas marché non plus. À un moment, il faut de l'autorité. L'autorité, c'est une valeur noble qu'il faut réhabiliter, me semble-t-il. Augérer, ça veut dire augmenter. Des parents qui ont de l'autorité, ils augmentent leurs enfants. Des managers, des politiques qui ont de l'autorité, ils augmentent leurs citoyens, leur peuple. Mais au nom de cette vertu qui a été cet abandon de l'autoritarisme, s'est dévoyé en vice, c'est-à-dire perte de l'autorité. Les aides sociales dans notre pays, formidable. On ne peut pas être plus fier de notre pays qu'à travers la sécurité sociale, les aides sociales. C'est formidable. Vertu démocratique, vertu républicaine. Mais aujourd'hui, on voit très clairement que les aides sociales se transforment parfois en assistanat. Et qu'au lieu d'aider les gens, on les assiste. Et combien de gens, et notamment de jeunes, j'en vois tous les jours qui me le disent très ouvertement, préfèrent, au lieu de s'engager de manière pérenne à travers un CDI dans une voie professionnelle, préfèrent par un maniement habile de CDD successifs, profiter des aides sociales, se dire je bosse 3 mois et de toute façon j'ai le chômage après et je ne gagne pas. Alors après il y a des problématiques de politique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'écart évidemment entre les salaires et puis les aides qu'on touche, mais vous voyez que l'aide sociale peut se dévoyer en assistanat. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir sur les aides sociales, qu'il faut revenir sur l'égalité, vous avez bien compris le raisonnement, c'est que nos raisons d'éloge dans ce pays se retournent en cause d'effroi, que nos grands principes très vertueux se retournent parfois en vice. Et pour ça il faudrait du courage politique, de dire avoir le courage de notre intégrité, de nos intérêts, et se dire à partir de quand on bascule, et à partir de quand la vertu, la bonne intention devient un vice. Et c'est sur tous ces sujets qu'il faut, à mon sens, analyser et placer le curseur d'une certaine façon. Donc la lucidité, voilà, faire passer les faits avant les valeurs. Le courage, ça suppose de ne pas tomber dans ce dogmatisme, dans cette bien-pensance. C'est très difficile d'en faire preuve. Pourquoi ? C'est pas parce que la bien-pensance ou le politiquement correct, ce dans quoi on vit depuis 40 ans, est déjà très largement partagé. Donc de là lui vient une certaine forme de puissance. Elle est très partagée. En plus, la bien-pensance, le politiquement correct, est pétri de bons sentiments. Donc quand vous allez par courage, contre la bien-pensance, contre les bons sentiments, vous passez inexorablement pour quelqu'un de négatif, de critique, de réactionnaire, qui n'est pas constructif ni progressiste. Et puis, pire, une idée philosophique qui est plus intéressante, c'est que la bien-pensance est une obéissance aux idées dominantes du moment. Quand on est dans le politiquement correct, dans la bien-pensance, dans la moralisation facile, on est dans on obéit aux idées dominantes du moment. Et c'est très difficile de faire preuve de courage face à une obéissance. C'est difficile de s'opposer à une obéissance. C'est beaucoup plus facile
facile d'être indigné, d'être scandalisé par des horreurs. Les crimes de Mazan, on a tous été très facilement horrifiés parce que c'est une horreur, mais c'est facile d'être horrifié par ça. En revanche, s'insurger et s'indigner d'une obéissance, ça demande beaucoup plus de lucidité et beaucoup plus de courage. Et quand vous voyez l'histoire humaine, les pires crimes ont toujours été commis par obéissance. Si vous regardez le procès d'Eichmann à Jérusalem, Eichmann justifiant l'industrialisation de la mort en disant, ce sont ces mots, vous pouvez vérifier, j'appliquais très bien les procédures, j'obéissais aux ordres du Führer, je n'avais pas le choix de déroger de la procédure et je ne voyais pas le sens ultime de l'entreprise nazie. Donc j'étais un très bon soldat et je faisais très bien mon travail parce que j'obéissais, je n'avais pas d'autre choix qu'obéir. Vous savez, c'est ce que Hannah Arendt a appelé après, elle a conceptualisé cette idée-là en appelant ça la banalité du mal, c'est-à-dire que le mal, la pire des choses, l'industrialisation de la mort, est arrivée de manière banale, facile, dès lors qu'on ne veut plus, qu'on ne peut plus répondre à la question du sens de ce qu'on fait et qu'on obéit pour obéir et qu'on applique pour appliquer. Les terroristes ne sont pas en opposition à la loi d'Allah, ils cherchent à la faire appliquer à la lettre, ils sont dans une obéissance, dans une soumission, dans un automatisme aveugle, dans une mécanique aveugle. Là encore, c'est de l'obéissance. L'Inquisition faisait partie du droit canonique, c'était une obéissance aussi au droit canonique. Donc vous voyez, je ne vais pas multiplier les exemples, mais que l'obéissance a conduit au pire, mais que c'est très difficile de s'opposer aux obéissances, ça demande beaucoup plus de lucidité et beaucoup plus de courage, mais c'est ce à quoi doit tendre un esprit dignement humain pour aller au-delà du conformisme, de la bien-pensance, vers plus de liberté, vers plus d'intelligence. Il ne suffit pas de vouloir le bien pour le faire d'une certaine façon. Si l'adage facile le dit, l'enfer est pas, le paradis, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire par ce mélange entre vertu et vice. Et donc, c'est à ce prix-là, en tout cas, cette lutte face aux obéissances et cet exercice de lucidité et de courage, que l'intelligence, à mon sens, triomphera de la bonne conscience. Il y a quelques raisons d'espérer, puisque tu as pris ta parole et aujourd'hui entendue, alors elle est ici ce soir dans le Lot, mais elle est aussi dans le débat intellectuel depuis déjà de nombreuses années dans le pays. Donc on sent qu'il y a aussi cette aspiration-là. Ce qui est parfois très difficile, c'est que le courage qui nous pousse à ne pas accepter ce à quoi on est soumis, parce qu'on comprend évidemment tous les dégâts que ça comporte, c'est compliqué aussi à porter tant qu'on n'a pas fixé le cap et la perspective. Et en matière politique, c'est encore plus compliqué. Parce qu'en général, au moment où les choses s'effondrent, on n'est pas encore capable de totalement prédire ce qui arrive derrière. Et je reviens à ce que tu évoquais sur le risque tout à l'heure. Il y a des moments politiques où l'on sait que le système dans lequel on survit doit finir. On le sait. Et ce n'est pas singulier au moment que nous connaissons. Ceux qui ont participé à la fin de la 4e République, et il n'y en a pas dans cette salle, beaucoup trop jeunes les uns les autres, ne savaient pas qu'après la 4e République adviendrait la 5e République. Et advenir quelque chose de nouveau dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Alors il y a des analyses un peu expéditives, mais qui comptent aussi, disant les générations au fond qui ont connu la guerre avaient un rapport au risque, à l'incertitude qui naturellement n'était pas le même que nous. Moi, ce que j'admire le plus, nous sommes dans un bâtiment qui va accueillir le nouveau musée de la Résistance à quelques mètres d'ici, qu'on inaugure dans quelques jours. L'admiration que je nourris la plus forte pour les résistants, c'est pas seulement l'acte de résistance, la menace sur leur vie et celle de leurs proches. Ce que je trouve le plus admirable, c'est qu'au moment où ils mettent dans la balance leur vie, ils ne savent pas ce qui va se passer après. Ils ne savent pas s'ils vont réussir ou perdre. Et même, allons plus loin, à ce moment-là, tout pousse à dire qu'ils ne réussiront pas. Les résistants de la première heure sont admirables d'inconscience ou de génie, comme vous voudrez, ou de force de caractère et d'âme. C'est ça qui fait que ces femmes et ces hommes-là sont incroyables. Pas seulement le risque physique, et le risque sur le fait qu'ils ne savaient pas ce qui allait arriver derrière. Et ceux qui ont hérité de cette période étaient des bâtisseurs de A à Z. Ils ont hérité d'un champ de ruines. Quand le général de Gaulle remonte ou redescend les Champs-Élysées,
à ce moment-là, ils vivent la liberté physique, mais ils n'ont pas un dixième de conscience de ce qu'ils vont en faire. Et c'est ce rapport-là que nous devons avoir désormais à ce qu'est le risque, le courage, la lucidité, tel que nous l'évoquions. Est-ce que tu peux nous... Pardon, oui. Excuse-moi. Ah non, mais c'est qu'il y a beaucoup, j'ai envie de rebondir, oui, mais il y a beaucoup de notions oui. dans tes remarques. Il y a le risque, il y a l'incertitude. Tu veux qu'on fasse autre chose? Non, vas-y, au contraire. C'était pour t'aider. Et oui, c'est la fameuse phrase de Sartre. Hein. C'était au moment de 45, nous sommes condamnés à être libres. Il n'y a pas d'autre choix que de toute façon choisir. Même quand on choisit de ne pas choisir, on choisit quand même. Donc on est condamné à être libre. Et la phrase était très provocatrice, évidemment, parce que là, le choix était entre la vie et la mort, entre résister ou collaborer. Et le choix était évidemment très fort. Donc on est condamné à être libre parce que de toute façon, on n'a pas le choix de ne pas choisir, on n'a pas le choix de ne pas prendre un risque. Ce qui est très vrai, c'est qu'on vit dans cette période de prévisibilité, de prévision. Alors vous savez, dans les entreprises, c'est très à la mode aussi. Maintenant, on fait venir des fresqueurs. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont des gens, surtout dans le milieu écologiste, qui vous prédisent de façon plus ou moins apocalyptique ce qui va se passer dans 10, 15 ans, 20 ans si on continue d'agir comme ça aujourd'hui. Je rappelle que le 6 octobre 2023, on ne savait pas ce qui allait se passer le 7, que le 12 mars 2020, on ne savait pas du tout qu'on allait tous être confinés le 16. Donc restons plutôt humbles sur les prévisions et lucides sur le présent. Parce que, et c'est vraiment une idée très bergsonienne, on ne peut rien prévoir. En tant qu'humain, on ne peut rien prévoir. Il y a l'imprévisible nouveauté de la vie, l'évolution créatrice de la vie. Pourquoi on ne peut rien prévoir? Parce que quand on veut prévoir l'inconnu, on le prévoit toujours à partir du connu. Donc quand on veut regarder en avant, on regarde systématiquement en arrière pour prévoir l'inconnu et on loupe systématiquement cette imprévisible nouveauté de la vie. Et donc en gros, on ne décide de rien, on ne peut rien prévoir, on vit dans cette incertitude permanente, c'est la condition de la vie. Ça me fait toujours rire les hommes politiques qui disent le changement c'est maintenant. Non, le changement c'est toujours, mais ça toujours. Ce qui ne change pas, c'est de dire que le changement c'est maintenant. Ça reste une constante. Mais en tout cas, l'incertitude c'est notre mode de vie. On est plus intolérant à l'incertitude parce qu'on vit dans des sociétés. Je ne minimise pas les difficultés de vie, mais en France en 2026, on vit dans une société de plus en plus confortable, qui prévoit de mieux en mieux. Donc la moindre incertitude est vécue comme une oppression, comme une gêne, comme un mal-être, et on a moins de tolérance face à ce mal-être-là. On est plus exigeant vis-à-vis de son propre confort. Mais si on est lucide donc sur le présent, on se rend compte qu'on ne décide de pas grand-chose, qu'on vit dans cette incertitude. Mais je voudrais quand même donner une forme d'optimisme, de volonté, de responsabilité. Parce que je partirais d'une phrase du philosophe Alain, vous savez, qui dit une phrase que je trouve tellement salutaire pour nos vies perso ou nos vies professionnelles en cas de crise, en cas d'incertitude. Il nous dit quoi? Il nous dit « Ne décidant jamais, nous dirigeons toujours ». Ça veut dire quoi? Ne décidant jamais, nous dirigeons toujours. Pour un homme politique, c'est vraiment, ça pourrait être un bon slogan. Je pourrais devenir ta directrice de campagne. Plus que ça. Première Ne ministre. décidant jamais, nous dirigeons toujours. Ça veut dire quoi? On ne décide pas du coup du sort. Qu'est-ce qui va se passer? Comment la guerre en Ukraine va se terminer? On n'en sait rien. Comment notre gouvernement politique va se sortir de cette période? On n'en sait rien. Est-ce que demain, je vais être fracassée par une maladie mortelle? Je n'en sais rien. Donc on ne décide de pas grand-chose dans nos vies. Mais néanmoins, on dirige toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à nous de donner le sens que l'on veut aux événements que l'on vit. Parce que le sens n'est jamais d'emblée inscrit dans les faits, n'est jamais d'emblée inscrit dans une situation. Si demain j'ai un accident de voiture, j'avais pas décidé du coup du sort, et je perds mes jambes, les faits sont irrémédiables, ça oui. J'ai pas décidé du coup du sort. Mais c'est moi qui donne le sens que je veux à mon accident. Moi, je vais me dire, ma vie s'arrête. Les gens avec une psychologie beaucoup plus forte que la mienne vont faire de leur accident, de leur handicap, un défi. On le voit suffisamment en Jeux paralympiques, etc. Donc vous voyez bien que les faits sont irrémédiables, qu'on n'en décide pas, mais que le sens qu'on donne à la situation dépend de l'esprit qui vit la situation, dépend de la psychologie de celui qui vit l'événement. C'est très optimiste de dire ça, mais pas au sens optimisme niais des réseaux sociaux. Pas souris à la vie te sourira. C'est pas de ce genre de baliverne dont je parle, bien sûr que non. Mais un optimisme de responsabilité, de volonté, parce que ça veut dire que si c'est moi qui donne le sens que je veux aux événements que je vis, ça veut dire qu'aucune situation n'est un déterminisme. Aucune situation aucune situation n'est une fatalité. Donc si on veut faire de ces périodes très difficiles, d'incertitude, de crise, des catastrophes irrémédiables, on en fera des catastrophes irrémédiables. Si néanmoins on veut y trouver des bienfaits inespérés, on y trouvera des bienfaits inespérés. C'est une question de lucidité, de volonté et surtout de responsabilité humaine et de responsabilité politique. Pourquoi on en est là? Ah oui, parce qu'on parlait d'incertitude et je pense que je voulais dire autre chose mais j'ai oublié. Je vais essayer de t'aider pour la dernière
partie de notre propos, mais de ton propos. Ça fait 1h30 qu'on échange. Julia va dédicacer son livre juste après dans l'entrée, donc vous pourrez échanger avec elle et on veut laisser du temps pour que vous puissiez profiter de ce moment aussi. Tu as commencé à ouvrir les perspectives et c'est aussi ce qui nous intéresse et ce qui nous préoccupe. Et c'est ce qui est très fort et qui fait du bien dans ce que tu dis. C'est que non seulement il y a l'exigence de lucidité, de réalité, de constat, mais aussi la perspective qui vient derrière. En 2017, lorsqu'on est arrivé à l'Assemblée nationale, quelques-uns, la grande promesse de ce moment-là, c'était le en même temps. Cette idée que moi j'ai contestée, mais que je respectais, on peut ne pas être d'accord et avoir du respect, selon laquelle on pouvait prendre au fond un peu le bien de chaque côté et en faire quelque chose de magnifique. Entre-temps, on voit à peu près ce que c'est devenu, ce qu'il en reste aujourd'hui, mais au fond, j'évoquais tout à l'heure la résistance, tu as évoqué d'autres circonstances. Le propre de ces moments-là aussi, c'est que toutes ces âmes un peu brûlantes, un peu étonnantes, ces gens bizarres, ici ou là, finissent par se dire « nous avons une cause commune à mener ensemble ». Alors pas une cause tactique, hein, pas prendre un bout de LR, un bout du PS ou je sais pas quoi, et puis faire une espèce de truc qui ressemble à un bout de majorité. C'est pas ça le sujet. Mais comment est-ce qu'on arrive à prendre ces âmes un peu différentes et en faire quelque chose de collectif qui puisse ouvrir un chemin ensuite pour le pays, parce que c'est ça. Le drame du moment, c'est la désespérance sourde, le désintérêt, y compris pour la chose publique, parce qu'on se dit que rien du changement ne passera par la chose publique. Est-ce que tu penses que cette idée qu'au fond il y ait une sorte d'équipage qui puisse lever une espérance, c'est pas seulement politique, hein, c'est aussi intellectuel et philosophique, est-ce que c'est pas là une voie qui nous paraît très étonnante parce que ça n'est pas arrivé depuis très longtemps? Donc évidemment, on s'est déshabitué de cette idée. Mais ce mot d'équipage, et je finis sur ça, est un mot que je trouve très beau. D'abord, c'est le titre d'un des plus beaux livres de Kessel, un des plus populaires à l'époque. Pour ceux qui n'ont pas lu l'équipage, il faut lire l'équipage, sans vouloir donner de recommandations ou d'obligations de lecture. Et l'équipage, c'est une aventure formidable, puisque Kessel raconte comment il devient, lui qui n'avait pas la nationalité française encore lors de la Première Guerre, s'engage pour la France, parce que c'est une idée qui pour lui le dépasse, et que dans l'équipage d'avion dans lequel il est, il faut imaginer ce que c'est à l'époque, hein, c'est l'arme la plus risquée, l'aviation, puisqu'il y a une chance sur deux que votre avion de combat s'écrase, hein, on ne parle pas de Rafale, et dans ces avions, ils étaient 6, parce qu'il fallait être 6. Il y avait 2 pilotes, il y en avait un qui regardait la carte, il y en avait un qui tenait la mitraillette, et puis quelques autres qui essayaient de gérer les urgences. Et Kessel dit qu'il découvre là une famille, avec des gens qu'il ne connaissait pas. Chacun a son rôle, et il décrit toutes les différences qu'il y a entre les uns et les autres. Il va même jusqu'à décrire à quel point, après avoir combattu avec son équipage, risqué sa vie à chaque seconde, lors d'un repas, il se rend compte que son chef d'équipage est antisémite. Et que son chef d'équipage parle des juifs comme un antisémite parle des juifs. Kessel était juif. Et il se rend compte à ce moment-là que cet homme avec qui il partage une partie de sa vie, de son existence, a une différence absolument gigantesque avec lui. Et il nous raconte la force de l'équipage, c'est-à-dire des gens différents, mais qui sur une cause commune parviennent à faire quelque chose d'exceptionnel. Au fond, cette idée d'équipage, est-ce que 2017 l'a tuée, ou est-ce que quand même elle a encore un peu sa place? Ah non, je pense qu'elle a sa place. Le « en même temps » était une belle promesse, c'est vrai, on peut ne pas adhérer, mais il y avait quelque chose d'intelligent parce qu'on dépassait enfin le clivage droite-gauche et les appartenances qui sont mortifères pour notre pays. Même là, à Cannes, la polémique sur les... je change de sujet, mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on voit l'anticapitalisme d'un côté, on voit le capitalisme de l'autre, et on n'en sort pas de cette dichotomie entre la richesse d'un côté, la droite d'un côté, la gauche de l'autre. Même sur les sujets écologiques, on est tout le temps clivé dans ce pays et c'est ça qui nous plombe, je trouve. Et donc faire primer l'intelligence sur l'appartenance, et c'est d'ailleurs encore un problème identitaire, mais quand on veut défendre son appartenance par rapport à l'intelligence d'une situation, c'est qu'on compte plus, je veux dire, on privilégie plus son identité, son groupe, son identité que l'intelligence de la situation. Bon bref, je vais pas revenir sur l'identité, ça devient une vraie névrose chez moi, il faut que je passe, mais le en même temps avait cette promesse-là intelligente.
ça s'est dégradé puisque ça a été une superposition, parfois une contradiction, ça a brouillé les pistes et c'était par incohérence, si vous voulez, on est arrivé à quelque chose qui finalement a extrémisé le pays. Mais je pense qu'il y a un en même temps, et donc un équipage possible, un en même temps plus constructif, qui articulerait vraiment des positions, mais tranchées. C'est ça aussi le courage politique, c'est-à-dire que sur ce sujet-là, sur certains sujets, je suis clairement moralement à gauche, mais sur d'autres sujets, je suis clairement économiquement à droite. Donc comment articuler ces différentes positions, c'est ça pour moi un projet politique dans lequel beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Et l'équipage, oui, si je pense que pour le peuple, il faut maintenir quand même la figure d'une autorité, on a besoin d'une incarnation dans notre pays, on le voit, ceux qui gagnent sont des incarnations très fortes, quand bien même ils préfèrent le bruit à l'éloquence, il y aurait beaucoup de noms, ils gagnent parce que ils sont charismatiques. Donc je pense que dans un équipage, de toute façon, il y a toujours un commandant de bord, il y a toujours un chef, donc ça ne contredit pas l'idée d'une incarnation, et ça suppose l'idée d'équipage aussi, l'idée de sens, parce qu'on fait équipage pour une mission, on fait équipage pour un projet commun, tu l'as dit, et cette problématique de sens manque cruellement aujourd'hui, je trouve, dans le paysage politique, et un sens, c'est difficile à définir, c'est quoi un sens? C'est à la fois une direction, bien sûr, c'est à la fois une signification, c'est à la fois de la... Si vous ouvrez le dictionnaire au mot sens, vous avez ces trois acceptions-là d'ailleurs, les sensations, les 5 sens, mais quand on a un équipage, quand on a envie qu'un projet soit incarné par une autorité, c'est presque sensoriel. On est séduit, on aime la façon de parler, la faconde d'un homme politique, etc. Donc il y a une dimension sensorielle, il y a une dimension de signification, vers quoi on va, bien sûr, et il y a une direction pour faire adhérer tout le monde. Cette problématique du sens est devenue essentielle, sans mauvais jeu de mots, parce qu'on traverse une crise de sens, ça n'a échappé à personne. Cette crise de sens est plurifactorielle, bien sûr, et je ne vais pas développer, on n'a pas le temps ici, mais ça explique aussi cette perte de confiance dans les équipages ou cette perte de confiance dans l'autorité politique parce qu'on ne voit pas vraiment le cap, en tout cas, même je vais parler de la droite républicaine, on ne voit pas vraiment où on va, à part les extrêmes, on ne voit pas où on va. Donc il y a un problème de sens, mais je crois profondément à cette idée d'équipage quand les individus pluriels n'anéantissent pas néanmoins la figure d'autorité dont un peuple, je crois, a besoin. Merci beaucoup Julia de Finesse, on va t'applaudir très largement. Merci beaucoup d'être venu, merci de m'avoir écouté longuement, merci Aurélien pour cette invitation. C'était un vrai bonheur. Et on peut prolonger les échanges, bien sûr. Julia va dédicacer dans quelques minutes dans le hall. Merci à toutes et tous d'être venus. Je salue les maires, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, qui sont présents, les élus et puis chacune et chacun d'entre vous. Et avant que vous ne partiez, j'ai une annonce paroissiale à faire. Vous avez eu sur vos fauteuil, un petit papier, peut-être que ça va s'afficher derrière. Vous êtes chaleureusement invités le 13 juin sur les allées Fénelon. Alors on a mis place Gambetta, mais il paraît que ça s'appelle aussi place Mitterrand. Enfin bref, vous voyez où c'est, à Cahors, sous la statue de Gambetta. On organise un grand rassemblement des Lotois, qui sera un rassemblement des bâtisseurs, avec de nombreuses personnalités politiques à la fois régionales et nationales qui vont venir penser et réfléchir avec nous. C'est ouvert à tous, on va installer un grand chapiteau ouvert sur la place de Cahors. C'est donc le 13 juin à 16h, vous avez le papier, vous êtes les bienvenus et on espère vous retrouver nombreux. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup, Merci beaucoup, chère Julia. Merci beaucoup.